Bonjour, je suis Marion Bassi, je travaille pour Communication Jeunesse et aujourd'hui je suis en compagnie de Katia Canciani. Bonjour Katia. Bonjour Marion, enchantée d'être avec vous. De même, dès votre enfance, Katia, que vous avez passée à Blainville, vous vous révélez être une passionnée de lecture, de dessin et d'écriture. Vous rencontrez ce conte mondialement connu qui vous touchera particulièrement, Le Petit Prince. Cette découverte, elle ébranlera votre destin, similaire à son auteur, Saint-Exupéry, puisque vous allez devenir la première femme pilote de brousse du Québec, mais c'est également une inspiration pour l'auteur que vous êtes. Je pense notamment à votre livre Pique la Lune ou encore L'Envolée d'Antoine. Vous avez vécu tour à tour au Manitoba, en Ontario et en Nouvelle-Écosse, puis vous êtes revenu vous établir au Québec en 2009. Vous êtes et avez été pilote, instructrice de vol et de voltige, diplômée d'un bac en communication, auteur de romans et vous avez signé une quarantaine d'ouvrages en littérature jeunesse traduits en plusieurs langues. Il y a beaucoup à dire sur vous, mais pour cette entrevue, je vais m'adresser à l'auteur jeunesse. Dans ce numéro du magazine CJ, nous aimerions explorer le souvenir d'enfance et j'ai l'impression que votre écriture est reliée de plusieurs manières à vos souvenirs et à vos lectures d'enfance. Est-ce que vous convoquez votre passé lorsque vous écrivez une histoire ? Évidemment, je crois que le passé, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous fait comme écrivain, c'est ce qu'on a à offrir aussi au lecteur. Celui qui se rapproche le plus d'un élément de mon passé ou d'un souvenir de mon passé, c'est vraiment Sophia et le marchand ambulant, où en fait, j'ai marié deux souvenirs d'enfance, soit celui du souvenir de mon grand-père, j'habitais au Canada, je suis née au Canada, mais de parents français. Et donc, mon papy, qui était français, d'origine italienne, habitait dans le sud de la France et je le voyais évidemment très peu souvent. Mais je l'ai lié, je l'ai fait danser en quelque sorte avec cet autre souvenir qui venait de la France et qui était le passage du marchand ambulant à la ferme de mon papy à toutes les semaines. Et comme enfant qui venait du Canada et qui n'avait pas ça d'une façon hebdomadaire, évidemment pour moi, à toutes les fois où le marchand ambulant arrivait à la ferme, c'était pour moi le bonheur d'aller avec mon papy. Et ce sont ces deux souvenirs-là que j'ai mariés ensemble pour écrire Sophia et le marchand ambulant, qui est un texte qui me tient évidemment vraiment, vraiment à cœur. Il y a un autre texte aussi, je pense, qui vous tient à cœur, c'est la lecture du Petit Prince de Saint-Exupéry. Comment vous pensez que cette lecture a guidé votre carrière d'écrivaine? J'ai été amenée au Petit Prince en 3e année. L'enseignante nous avait fait une petite scénette avec des extraits du Petit Prince. Et je dis toujours à la blague que bon, j'avais été vraiment déçue parce que j'aurais aimé évidemment être la rose ou être le renard ou être le pilote, mais moi, j'avais été désignée la narratrice. C'est moi qui lisais le texte pendant que les autres étaient les acteurs ou les comédiens. Et donc, j'avais là tous les ingrédients qui étaient vraiment propices à déclencher mon imaginaire. Alors, un renard, un pilote, une rose, des émotions, des voyages. Et je crois vraiment que ça a été pour moi un très, très grand déclencheur dans ma vie, vraiment dans mon imaginaire d'enfant, ce qui dit tout, en fait, du pouvoir des livres jeunesse sans qu'on le comprenne vraiment, parce que ça m'a fait rêver de deux choses qui sont devenues super importantes dans ma vie. Ça m'a fait rêver de piloter et d'écrire. Et voilà où je suis aujourd'hui avec ces deux métiers. Vous avez dit un jour, pour écrire, il faut de l'imagination. Pour être publié, il faut de la persévérance. À la fin de votre livre Pique la Lune sur la vie d'Antoine de Saint-Exupéry, justement, vous écrivez « En lisant la vie de Saint-Exupéry, tu comprendras que ce qui est vraiment important, c'est de garder le cap sur ses rêves. Les montagnes, les orages et les pannes, qui feront certainement partie de ta route, deviendront un jour de formidables histoires à raconter, comme ce fut le cas pour Pique la Lune. Pourquoi est-ce une valeur importante à transmettre pour vous, la persévérance ? La persévérance, pour moi, c'est vraiment ce qui fait qu'on atteint nos rêves. Parce que rêver seulement, c'est malheureusement pas suffisant. Mais en général, et je crois que c'est vraiment quelque chose de très important, à la fois à dire aux enfants, sans vouloir leur faire du tout la morale, mais de leur montrer que tout n'est pas toujours facile. Et s'ils veulent atteindre leurs rêves, ça va prendre de la persévérance, du courage et de l'effort. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi valable que quand j'étais enfant. Donc, je continue de passer ce message-là qui m'a bien servi.
L'un de vos livres les plus récents, dont on a parlé tout à l'heure, Sophia et le marchand ambulant, est un conte magnifique racontant la rencontre d'une petite fille et du marchand et qui explore toutes les beautés des choses que l'on peut sentir, toucher, manger. Mais toutes ces richesses comptent peu comparées à la chose bien plus précieuse que Sophia souhaite à découvrir en lisant le livre. On vous décrit comme une auteure dont la sensibilité, les valeurs humanistes et l'humour caractérisent l'écriture. Comment réussissez-vous à transmettre ces valeurs dans vos ouvrages et comment vous expliquez ce portrait qu'on fait de vous? Je regardais un jour l'étendue de mon écriture, de mes livres jeunesse, et je cherchais en quelque sorte quel était le lien, le fil entre tous ces livres-là. Et c'est là où j'ai réalisé que ce qui me faisait comme auteur, ce qui était ma voix, c'était ces valeurs humanistes que je le veuille ou non, qui transparaissent dans mes livres. Il y a très souvent une touche d'humour et la persévérance qui est très, très, très souvent là. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé. Je ne me suis pas dit, dans mes livres, il va y avoir cela. C'était en moi et ça ressort dans mon écriture. Donc, c'est pas quelque chose de conscient, en fait. C'est comme l'encre qui sort de moi est teintée de ces couleurs-là. J'ai évoqué plutôt votre goût pour le voyage, les différentes provinces canadiennes que vous avez habitées. Pourquoi ces envies d'ailleurs? Est-ce que la curiosité qui vous imprègne a nourri vos histoires? Qu'est-ce que la visite d'autres territoires permet à votre écriture qu'un statut peut-être plus sédentaire n'aurait pas permise? Et enfin, est-ce que cet élan habitait l'enfant que vous étiez? J'ai toujours rêvé de voyage. Mon imaginaire d'enfant était peuplé de rêves de voyage. J'étais jeune enfant et déjà, je rêvais de pays lointains. À l'adolescence, je rêvais d'aller au pôle Nord en traîneau à chien. Et j'ai toujours eu ce goût de l'autre, ce goût de la découverte, ce goût de comprendre ce qui se passe ailleurs. Et à toutes les 3-4 années, on allait en France. Et donc, c'est sûr que ça, je pense que ça m'a ouvert un peu l'esprit sur ce que pouvaient être les voyages. Et aussi les lectures, parce que quand j'étais enfant, évidemment, il n'y avait pas tout ce dont les enfants sont entourés aujourd'hui. Il n'y avait pour moi pratiquement que la lecture. Hein. On s'entend, les postes de télévision, on était 4 enfants chez nous, donc on se battait pour écouter notre émission quand elle passait. Et donc, pour moi, la lecture a été vraiment, en quelque sorte, un échappatoire. Et c'est sûr que quand on n'a rien d'autre à faire, moi, je pense toujours que l'ennui, l'attente, ne rien faire est super important pour le développement intellectuel. Même quand on est grand, je pense que c'est important des fois de faire des pauses, de réfléchir. Mais dans ma tête, j'avais besoin de m'échapper et la lecture était là pour moi. Donc, est-ce que ça teinte mon écriture? C'est certain que ça teinte mon écriture. Bien souvent, dans certains livres jeunesse, y compris dans mes romans, je me suis amusée à mettre des choses que j'ai apprises dans mes voyages, que j'ai découvertes dans mes voyages. Et donc, c'est sûr que pour moi, je crois que je n'écrirais pas de la même façon si je n'avais pas cette pensée qui a été développée par la proximité avec l'autre qui est différent de moi. L'intrigue de votre livre, Pète et répète la véritable histoire, part d'une très ancienne blague. Je n'arrive pas à me rappeler quand j'ai entendu cette comptine pour la première fois. Et du coup, on se demande comment vous avez eu l'idée de revisiter cette histoire qui était d'abord une boucle, et est-ce que le fait de puiser dans cette histoire bien connue permet de créer un lien particulier enfant-parent? Pour moi, ça commence toujours d'un carnet. Souvent, j'ai des flashs comme ça. Je traîne mon petit Moleskine toujours sur moi et je le note rapidement. Et avec Pète et répète, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, oh, je devrais écrire une histoire de pète. Ça ferait rire les enfants. Et là, tout de suite, ce qui m'est apparu à l'esprit, c'est cette blague qu'on se racontait, moi et mes frères, dans la cour d'école. Pète et répète sont dans un bateau. Bon, tout le monde connaît la blague. Et donc, tout à coup, je me suis dit, mais en fait, on ne s'est jamais posé la question, qui sont Pète et répète? Et tout de suite m'est arrivée l'idée que c'était peut-être des jumeaux et je me suis énormément amusée, vous le devinez, à écrire ce conte-là. Et là, je me suis dit, bon, il fallait faire un lien avec la blague, il fallait qu'il y ait un peu de péripéties. Donc, je me suis vraiment amusée à vraiment inventer quelque chose de loufoque. Sans le vouloir ou sans que ce soit conscient, j'ai mis encore les valeurs qui me sont chères. J'aime que les albums, on puisse, et pour moi, c'est vraiment important, un peu comme quand on lit Saint-Texte, dans mon cas, à chaque lecture, je découvre quelque chose, j'apprends quelque chose parce que mon bagage de lecteur est différent et donc quand je lis, je m'approprie l'histoire différemment. Dans Pète et répète, c'est la même chose parce que
Quand on lit l'histoire au premier abord, un enfant qui est très jeune va rire au mot pet, c'est tout simplement. Il va rire à chaque fois qu'il entend ce mot-là. Alors que quand l'enfant continue de lire l'histoire au fur et à mesure de son développement intellectuel, affectif, tout à coup, il va se mettre à découvrir d'autres niveaux de lecture à cette histoire. Quand on regarde Pète et répète, je pense que c'est la 2e ou 3e page, Pète et répète, en fait, subissent de l'intimidation à l'école. C'est une seule ligne, mais on comprend que c'est de l'intimidation qu'ils subissent. Et comment ils vont s'en sortir? Ils vont se mettre à faire rire leurs amis. Et c'est souvent le cas, vous savez, il y a bien des enfants qui, pour se sortir des situations un peu d'intimidation, vont se mettre à faire rigoler les autres et tout d'un coup, ça leur donne un statut différent. Et ça a été le départ de cette histoire, mais donc qui aborde, quand on la lit plusieurs fois et avec différents regards, bien des sujets, y compris les réorientations de carrière. Et ça, ce sont toutes des pistes de discussion qu'un adulte, qu'un enseignant, qu'un bibliothécaire, qu'un libraire peut aborder avec les lecteurs. Donc, pour moi, il y a tout un univers là-dedans à découvrir et à développer. Félicitations, Katia Canciani. Vous avez reçu le prix du gouverneur général pour votre livre Pète et répète. Que souhaiteriez-vous que votre lectorat retienne de votre œuvre littéraire? Alors, pour moi, déjà, c'est vraiment un très, très grand moment, après tous ces livres écrits, de recevoir le prix du gouverneur général pour Pète et répète. S'il y a quelque chose que j'aimerais qu'on retienne de cette histoire, c'est évidemment toutes les valeurs humanistes qui la sous-tendent, bien au-delà de la blague de Pète que les gens vont dire « Ah, c'est beaucoup plus que ça. C'est une histoire qui parle de fraternité, d'amour, de trouver sa voie, de savoir s'adapter, de persévérance. » Mais ce qui me plaît vraiment, ce qui m'enchante en ce moment, c'est que le prix du gouverneur général reconnaît l'importance de l'humour dans la littérature jeunesse. Et à ce qu'on me dit, c'est la première fois qu'un livre qui était à saveur humoristique, en quelque sorte, était finaliste au prix du GG. Et là, tout à coup, il gagne. Et pour moi, c'est une reconnaissance de l'importance de l'humour dans nos sociétés, pour les enfants, dans la littérature pour enfants, comme quelque chose qui apporte de la joie, mais qui est aussi un lubrifiant social en quelque sorte. Et donc, pour moi, c'est une reconnaissance de tout ça et je suis absolument enchantée. Comment vous abordez la reconnaissance de vos pairs? Pourquoi pensez-vous que ce livre, entre les autres, a percé? J'ai écrit 45 livres pour la jeunesse, 2 romans, un récit épistolaire. Et tout à coup, le seul qui fait la liste des finalistes au prix du gouverneur général, c'est Pète et répète. Pourquoi celui-là? Je crois que cet album est un objet très, très beau. Le concept visuel, graphique de Guillaume Perrault était vraiment en parfaite adéquation avec le texte, ce choix d'en avoir fait comme un ancien conte qu'on avait redécouvert avec la lettrine, le texte dans la page de gauche, l'illustration dans la page de droite, entourée d'un cadre et la texture que Guillaume a donnée au livre. Donc déjà, visuellement, c'est vraiment un très, très beau livre. Pour moi, c'est un travail d'équipe qui est reconnu. Donc, le travail de la maison d'édition de Guillaume et mon texte, c'est sûr. Ouais. Donc, un grand bonheur pour moi, vraiment. Je vous remercie beaucoup pour votre curiosité, votre imagination et vos livres. Et merci d'avoir répondu à mes questions. Ça fait un très grand plaisir et bonne lecture à tous. Que du bonheur dans les lectures.